Ne touche pas à mon écharpe. Le cri retentit soudain, fort, ferme, terrifié. Matteo se figea. Il s'était simplement penché pour redresser l'uniforme de la jeune fille, mais le moindre effleurement du bout de son écharpe fit paniquer Luna. La pièce se tut sous le regard stupéfait d'une vingtaine d'enfants. Luna, 6 ans, tremblait au milieu de la classe, les yeux écarquillés, les mains serrées dans le tissu bleu autour de son cou. Il faisait une chaleur étouffante, et pourtant, dès son arrivée, elle refusa d'enlever son foulard. Matteo se redressa lentement, veillant à ne pas l'effrayer davantage. « Tout va bien, Luna, murmura-t-il. Je voulais juste t'aider. » Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle serra son cou contre elle comme si le foulard seul pouvait la protéger du monde où une petite enfant recroquevillée sur elle-même, habitée par une peur bien trop ancienne pour quelqu'un de son âge. Pendant la récréation, Matteo pensait sans cesse à Luna. Il avait déjà vu des enfants s'accrocher à des jouets ou à des couvertures, mais ce n'était pas un simple attachement ou une habitude. C'était de la terreur pure. En salle des profs, il récupéra son numéro d'urgence dans son dossier et composa le numéro. « Allô » répondit une voix lasse. « Ici Madame Soldad. » Professeur Matteo à l'appareil. Il expliqua ce qui s'était passé ce matin-là, il avait essayé d'enlever l'écharpe de Luna à cause de la chaleur et elle avait paniqué. Un bref silence suivit, puis un léger rire. « Oh, maîtresse, ce n'est rien. Luna adore cette écharpe depuis toute petite. Elle dort avec, elle joue avec. C'est juste une phase. » Matteo prit une inspiration profonde. Je comprends, mais sa réaction n'était pas enjouée, c'était de la panique, comme si elle avait déjà vécu une telle chose. À l'autre bout du fil, l'impatience s'insinua. N'exagérez pas, s'il vous plaît. Elle est juste sensible et dramatique. Luna va bien, cette conversation s'arrête là. L'appel se termina sans un au revoir. Cette nuit-là, l'expression terrifiée de Luna le hantait. Elle n'avait pas voulu qu'on touche à son écharpe, cela tenait moins de l'attachement que de la survie. Si c'était là son appel silencieux à l'aide, il ne pouvait l'ignorer. Le lendemain matin, elle se glissa en classe sans saluer personne, drapée de nouveau dans son écharpe bleu foncé et légèrement plus ample, mais toujours une barrière qu'elle refusait de retirer. Pendant les cours, elle gardait la tête baissée, recopiant ses devoirs avec une précision mécanique, mais sans étincelle de vie. Pas de rire, pas de jeu, aucun enfant de 6 ans ne devrait être aussi silencieux. À la récréation, Matteo rédigea un bref rapport, comportement renfermé, évitement de contact, panique au simple effleurement de son écharpe par une chaleur accablante. Sur le papier, cela semblait anodin, mais en pratique, c'était un appel à l'aide étouffée. Lorsque la cloche sonna à 17h05, il remarqua Luna qui attendait sur le banc de l'accueil, les jambes balançant sans joie, chaque geste tendu. Un homme grand entra aux chemises légères, manches retroussées, ceinture serrée et Luna se figea. Son corps se contracta, ses jambes s'immobilisèrent, et elle sembla souhaiter disparaître. L'homme s'agenouilla, lui lissa les cheveux et dit « Allons-y, Luna ». Elle hocha la tête, se leva lentement et marcha à ses côtés avec la démarche rigide d'une enfant qui obéit mais ne fait pas confiance. Matteo les observa sortir jusqu'à ce que la porte vitrée se referme. Il serra les poings. Il retourna au salon et recomposa le numéro de Soldad. « Professeur Matteo », répondit-elle froidement. Aujourd'hui, Luna a paniqué quand son beau-père est venu la chercher. Elle s'appelle Rogelio, il s'occupe d'elle comme de sa propre fille. Il insista doucement, « Je suis inquiet », elle tressaillit à son contact, comme si elle avait peur de lui. Son ton revint brusquement, « Luna est imaginative et sensible. Arrête de m'appeler avec tes inquiétudes enfantines. » La ligne fut coupée. Ce soir-là, Matteo resta éveillé, hanté par les paroles brèves de sa mère et le regard suppliant de Luna. Il connaissait l'instinct d'enfant, et la peur de Luna n'était pas fantasmée, mais une question de survie. Avant l'aube, il entra au commissariat, son rapport à la main, déterminé à ne pas laisser passer un autre cri silencieux. « Professeur, je comprends votre inquiétude et je suis heureux que vous soyez attentif, mais sans signes physiques évidents, sans témoignage direct de la jeune fille ni confirmation de sa mère, nous ne pouvons pas agir immédiatement. Le signalement sera enregistré et une assistante sociale pourra être dépêchée, mais c'est un processus qui prend du temps. » Matteo hocha simplement la tête. La réponse lui semblait familière, mais l'entendre était toujours douloureux. Il quitta le commissariat le cœur lourd. Il avait fait tout ce qu'il pouvait, et ce n'était toujours pas suffisant. Sur le parking, sur le chemin du retour,
il marqua une pause. La cour vide s'étendait devant lui, le champ luisant de rosée matinale. Il inspira profondément et se rappela le mantra qu'il partageait avec ses collègues, on ne change pas le monde entier, mais on peut changer celui de quelqu'un, et c'est pourquoi il refusa d'abandonner. De retour en classe, Luna était assise au dernier rang, son crayon de couleur dansant sur la feuille. Ses traits étaient précis et puissants, laissant des traces au verso. Matteo passa devant elle, feignant l'indifférence tout en gardant le regard vif et alerte. Quand Luna se leva pour se laver les mains, il se pencha pour jeter un coup d'œil à son dessin. C'était bien elle, une fillette en robe bleue, un épais foulard serré autour du menton. Derrière elle se tenait une silhouette sombre, le visage impassible, les bras longs et les yeux rouges brillants. Elle en disait long sans prononcer un seul mot. Matteo se figea, comprenant immédiatement ce que signifiait cette ombre. Une enfant de 6 ans n'invente pas une telle obscurité pour s'amuser, elle la dessine parce qu'elle a appris à vivre en elle. Cette nuit-là, le dessin de Luna revint dans l'esprit de Matteo au moins 10 fois. L'image était gravée dans sa mémoire, le visage pâle d'une enfant effrayée, l'écharpe douillette et la silhouette menaçante derrière elle. Il comprit qu'il avait besoin d'une approche plus douce, plus intime. Le lendemain matin, en allant à l'école, il s'arrêta dans une papeterie et acheta un petit carnet à la couverture brillante et aux pages blanches. Au dos de la couverture, il écrivit comme pour murmurer « Luna, as-tu peur de quelqu'un ? Si tu veux me le dire, tu peux écrire ici, je suis le seul à le lire. » Il scotcha la languette pour qu'il reste comme neuf et le glissa dans son sac à dos. Pendant le cours d'art plastique, il distribua les cahiers et le papier à dessin. Se déplaçant nonchalamment entre les rangées, il offrit à Luna le cahier spécial avec un doux sourire. Elle le regarda avec méfiance, puis le prit lentement, le glissant dans son sac à dos sans un mot. Il n'insista pas et poursuivit le cours en l'observant attentivement. Le lendemain, à l'arrivée de Luna, quelque chose avait changé dans sa posture. Elle gardait toujours les yeux baissés, mais une légère hésitation perçait désormais dans ses mouvements. À la fin de la récréation, Matteo récupéra le carnet sur son bureau. À l'intérieur, d'une petite écriture tordue mais déterminée, marquée au crayon rouge, figuraient les mots suivants, « Oui, mais je ne peux pas parler. » Il posa les mains sur le bureau, le cœur serré. Ce n'était plus de la suspicion, c'était une supplication silencieuse. Cet après-midi-là, il retourna au commissariat, carnet à la main et résolu. Cette fois, il avait quelque chose de concret. « Maintenant, j'ai vraiment quelque chose à montrer, » dit-il à l'agente en tournant la page vers elle. Le mot en disait long, et enfin, des mesures concrètes pouvaient être prises. L'image des marques était d'une clarté choquante. « Réel, indéniable, » murmura-t-elle, stupéfaite. « Ces bleus sont sur le cou de la fille. » Il hocha gravement la tête. « Oui. Je l'ai vu de mes propres yeux. » Luna a trébuché, son écharpe a glissé, et ils étaient là, juste là. On ne peut plus faire comme si c'était une invention. Les gens ont tourné le dos à la vérité. Ça change tout, on peut verser ça au dossier. Mais pour ouvrir une enquête officielle, lui rappela-t-elle d'une voix tendue, il nous faut une déclaration de sa mère, ou au moins son consentement à un examen médical. Légalement, nous sommes coincés sans cela. Matteo baissa les yeux sur ses mains jointes, la rage fulgurant dans ses yeux non pas à elle, mais à la bureaucratie interminable, à la barrière invisible qui s'élève dès qu'on tente de protéger un enfant sans voix. Il se redressa, glissa son téléphone dans sa poche et dit fermement, « Alors, j'irai parler à sa mère moi-même. » Le samedi matin, une lumière pâle apparut tandis que Matteo se rendait chez Soldad. La rue étroite était bordée de maisons simples dont les murs décrépits semblaient affaissés par le temps. Le portail en fer grinça et la peinture s'écaillait lorsqu'il l'ouvrit. Il marqua une pause, inspira profondément et frappa. Soldad répondit. Elle paraissait épuisée, ses cheveux étaient attachés à la hâte, des cernes creusaient ses pommettes, ses vêtements légers ne cachaient guère sa fatigue. À sa vue, son front se fronça de surprise. « Professeur Matteo ? Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Son hésitation était palpable tandis qu'elle jetait un coup d'œil par la porte, évaluant les risques que personne d'autre ne pouvait voir. Puis elle s'écarta. « Entrez. » À l'intérieur, le salon était rangé, mais le silence était pesant. Ni Luna ni Rogelio n'étaient en vue. La voix de Soldad tremblait. « Il est déjà parti. » Matteo hocha la tête d'un air compréhensif et sortit son téléphone de sa poche. « Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit, » commença-t-il doucement, « mais je ne peux pas ignorer ce qui s'est passé. » Il lui montra la photo qu'il avait prise.
Luna est tombée à l'école. Son écharpe s'est détachée et j'ai vu ses marques. Le corps de Soldad se raidit. Ses épaules s'affaissèrent, sa bouche s'entr'ouvrit dans un halètement silencieux qui lui bloqua la gorge. Cela pourrait être un de ces jeux, balbutia-t-elle d'une voix rauque. Elle est sensible, parfois, elle réagit violemment aux plus petites choses. Sans un mot, Matteo ouvrit un carnet aux couleurs vives et déposa la note manuscrite de Luna sur la table. Soldad la lut en silence, la main portée à sa bouche, puis à sa poitrine. Ses jambes cédèrent et elle s'affaissa sur le canapé. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle resta figée. « Il a toujours été bon avec moi », murmura-t-elle enfin. Quand le père de Luna a disparu, Rogelio est intervenu. Il m'a dit que les enfants avaient besoin de limites. La voix de Matteo était douce mais ferme. Les limites ne laissent pas de bleu sur le cou, sonora Soldad. Elle baissa la tête, les larmes aux yeux. J'avais juste besoin de quelqu'un à mes côtés. Je travaille tellement. Je suis épuisé. Il a dit qu'il s'occuperait de tout, je voulais le croire. Il se pencha en avant, mais garda une distance respectueuse. Tu peux protéger Luna, mais il faut la regarder. Il faut vraiment la voir. Sinon, elle continuera à souffrir et un jour, elle cessera de demander de l'aide. Soldad leva son regard larmoyant. Dans ses yeux, les dernières traces de résistance s'effaçaient, remplacées par la douleur et un doute naissant cette fois, non pas sur l'honnêteté de sa fille, mais sur l'homme en qui elle avait confiance. Ils restèrent assis en silence pendant de longues minutes, les mains jointes sur ses genoux, son regard errant entre le mot de Luna et le plâtre craquelé du mur. Finalement, d'une voix basse et tremblante, elle prit la parole. « Je connais la peur », avoua-t-elle d'une voix tremblante. Ce regard vide, je l'avais aussi. Elle déglutit difficilement, rassemblant son courage. Le père de Luna était horrible. Il me contrôlait, criait, cassait des choses. Il ne lui a jamais fait de mal directement, mais avec moi, c'était différent. J'avais honte. Quand je l'ai quitté, je me suis promis que personne ne me rabaisserait plus jamais. Matteo écoutait, la poitrine lourde. C'est là que j'ai rencontré Rogelio, continua Soldad d'une voix douce amère. Il m'a aidé, soutenu. Il traitait Luna comme sa propre fille. Je pensais que cette fois, ce serait différent. Mais petit à petit, il a changé. Il est devenu strict, critique, il a dit que Luna était gâtée et désobéissante. Et maintenant, il y croit encore, demanda doucement Matteo. Elle fixa le mot, puis la photo. De nouvelles larmes coulèrent, mais quelque chose avait changé, sa détermination, fragile mais présente, s'éveillait. Je voulais croire que ce n'était qu'une phase, que Luna inventait quelque chose, murmura-t-elle d'une voix brisée. Parce que si j'avouais la vérité, je devrais détruire la seule chose qui me maintenait à flot. Ses paroles suivantes furent douces mais fermes. Soldad, tu n'es pas prisonnière de ta solitude, tu es prisonnière du déni. Luna sombre avec toi. Son visage s'est effondré, son souffle coupé. J'ai peur d'être seul, de ne pas payer le loyer, d'échouer dans tout. Matteo secoua doucement la tête. Tu es déjà seul. Et pire encore, tu laisses ta fille encore plus seule. Le poids de ses paroles emplissait la pièce, lui serrant la poitrine. Cette fois, il n'y eut pas de résistance, elle savait qu'il disait vrai. Mardi, le ciel était bas et gris, un présage que même le vent ne pouvait chasser. À 11h45, la cloche de la récréation a sonné et le proviseur a discrètement convoqué Matteo à l'accueil. Un homme attendait dehors, et lorsque Matteo franchit la porte latérale, son cœur se serra. Rogelio resta planté là, l'urgence gravée sur son visage. L'heure des comptes était arrivée. Rogelio s'appuya contre une voiture argentée, les bras croisés, l'air ferme. Dès qu'il aperçut le professeur, il retira le capot et s'avança à grands pas avec un calme si posé qu'il semblait répéter. « Professeur Matteo, bonjour », dit-il d'une voix douce mais tranchante. « J'ai entendu dire que vous étiez venu chez moi, que vous parliez à ma femme, que vous me montriez des choses, des photos, des notes. » Matteo tint bon, mais ne dit rien. Rogelio pencha la tête et s'approcha, son faux sourire disparut. « Les enfants mentent, professeur. Les enfants exagèrent, et les adultes qui ont trop d'idées sèment le trouble. Vous me comprenez, n'est-ce pas ?» Matteo soutint son regard sans sourciller. « Je comprends que Luna ait peur, et qu'il faut agir. » Rogelio pencha la tête comme s'il examinait un adversaire blessé.
J'ai déjà dit à Soldad de gérer ça calmement, mais si ça continue, j'agirai seul. Sans attendre de réponse, il fit demi-tour, monta dans sa voiture et démarra. Le cœur de Matteo battait fort longtemps après la disparition de Rogelio. De retour à l'école, Matteo se rendit au bureau du directeur. « Il faut que je mette ça par écrit », dit-il à l'agent derrière le bureau. Il détailla la menace voilée, et cette fois, elle l'écouta. Promettant de verser son signalement au dossier, elle le rassura, même si aucune action en justice n'était immédiatement engagée, le rapport serait là. Plus tard dans l'après-midi, Matteo téléphona discrètement à Soldad. Sa voix était basse et tendue. « Il était là », murmura-t-elle. « Il m'a menacé, il a dit qu'il agirait si on continuait. » « Soldad, il ne s'agit plus que de Luna », prévint Matteo. « Il s'agit de vous deux. Si tu veux, je peux t'aider à sortir saine et sauve, mais il faut que ce soit ce soir, avant qu'il fasse quoi que ce soit. » Après un silence pesant, elle répondit, « Aide-moi. On part ce soir. » La nuit semblait plus sombre que d'habitude tandis que Matteo conduisait en silence, les mains fermement sur le volant, l'esprit en ébullition. Sur la banquette arrière se trouvait une couverture, un simple encas et des vêtements de rechange pour Luna ou tout ce qu'il avait pu rassembler à la hâte. À minuit 14, il s'arrêta au coin de la rue, le moteur ronronnant doucement dans l'air frais. Phares éteints et moteur au ralenti, Matteo observa la porte d'entrée. 5 minutes passèrent. Puis elle s'ouvrit lentement. Soldad sortit la première, sac à dos en bandoulière, tenant la main de Luna. La jeune fille portait un pull trop grand et, comme toujours, une écharpe. Matteo se précipita vers la porte de derrière. « Montez », ordonna-t-il. Ils montèrent sans un mot. Luna jeta un dernier coup d'œil à la maison, puis retira soigneusement son foulard. Sans regarder Matteo, elle le plia soigneusement et le tendit à sa mère. Soldad parut surprise. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle. Luna hocha simplement la tête. Matteo s'engagea lentement dans les rues tranquilles, phares éteints, les emportant comme un secret murmuré à travers la ville endormie. Ils arrivèrent au refuge, dans un quartier isolé, où de hauts murs et un portail discret les dissimulaient. Une assistante sociale les accueillit à la porte avec une autorité calme. « Vous êtes en sécurité maintenant. Reposez-vous. Demain, on commence les démarches administratives. » Cette nuit-là, Luna dormit auprès de sa mère pour la première fois depuis des semaines sans que la peur ne résonne. Matteo resta quelques minutes de plus dans la voiture, réfléchissant à ce qui s'était passé et à ce qui l'attendait. Le lendemain matin, Soldad témoigna à nouveau dans son intégralité, détaillée, larmoyante, sans détour. Le parquet rouvrit officiellement l'affaire. Le nom de Rogelio a été enregistré comme suspect pour agression et violence psychologique. Des psychologues ont examiné Luna, bien que renfermée, elle a commencé à parler davantage. Son premier dessin au refuge la représentait, elle et sa mère, main dans la main, sans foulard. Matteo a reçu le dessin des mains de l'assistante sociale et l'a plié contre son cœur. Le chemin était encore long, mais pour la première fois, il semblait possible. La peur ne disparut pas avec les portes closes. Les jours suivants, Luna mangea et dormit, mais un silence sourd persistait en elle. Le troisième jour, Soldad se réveilla en sanglots. Elle trouva Luna assise au bord du lit, une couverture enroulée autour de ses épaules, les yeux fixés sur les murs nus. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour ?» demanda sa mère en s'agenouillant à côté d'elle. Après un silence, Luna murmura « Et s'il n'est pas là ?» Soldad la serra contre elle. Cet après-midi-là, Luna a surpris tout le monde avec une demande « Puis-je avoir un mouchoir, un seul, pour dormir ?» La psychologue du refuge a approuvé, qualifiant cela de sain. Soldad a acheté un foulard léger et coloré rien à voir avec l'ancien et a embrassé sa fille sur le front. « Celui-ci est à toi », a-t-elle dit. « Tu choisis quand tu le portes. » 2 jours plus tard, Matteo visita le refuge, portant des fruits et des livres pour enfants. Cette attention ineffable se ressentait, elle ne l'enseignait pas. Luna courut vers lui, mais s'arrêta net. Elle ne le serra pas dans ses bras, elle leva simplement les yeux et lui offrit un sourire timide et sincère. Matteo s'agenouilla et lui tendit la main, elle la toucha de ses petits doigts. Aucun mot n'était nécessaire. Plus tard, Matteo s'assit seul sur un banc de la cour. Luna, devenue une autre enfant aux les cheveux détachés, le regard plus fixe, s'approcha de lui. « Je me déteste de ne pas l'avoir vue plus tôt, maîtresse », avoua Soldad. « Mais maintenant, je vois, et je ne reviendrai jamais en arrière.
Matteo hocha la tête sans porter de jugement, comprenant que la culpabilité s'accroche comme une ombre. Il regarda la cour où Luna était assise à dessiner aux côtés d'autres enfants, le mouchoir neuf plié sur la table, inutilisé au symbole silencieux de ce qui avait été. La peur subsistait, mais elle ne dominait plus la pièce. Lorsque la décision officielle est arrivée par une froide matinée, un agent discret l'a remise au refuge. Dans le dossier scellé se trouvait la décision du procureur, Rogelio ferait l'objet d'une enquête pour maltraitance et violence psychologique sur mineurs. Soldad pleurait, non pas de chagrin, mais de soulagement doux amer de voir la justice reconnue. Elle n'était plus seule. À chaque nouvelle notification, Matteo la guidait à travers les termes juridiques, lui expliquant patiemment. Maintenant, il va répondre devant un juge, avec témoins et preuves, dit-il. Il devra entendre ce que Luna et toi avez dit en silence pendant si longtemps. Fidèle à ses habitudes, Rogelio nia tout en bloc, qualifiant Luna de manipulable et accusant Soldad de le dépeindre comme un méchant. Il prétendait avoir subvenu à leurs besoins depuis le début. Mais le chemin vers la justice avait commencé et pour Soldad, Luna et Matteo, cela a fait toute la différence. Elle disait que Luna avait toujours été calme et instable, qu'il ne la touchait jamais et que j'intervenais trop, brouillant les pistes. Mais les rapports racontaient une toute autre histoire. Les notes de la psychologue décrivaient le comportement de Luna avec une clarté irréfutable, anxiété extrême, peur paralysante des hommes, refus de tout contact physique et traces de traumatisme liés à son environnement familial. Les dessins, soigneusement archivés, révélaient son parcours émotionnel après l'éloignement de son beau-père. Dès le début, les dossiers murmuraient leur vérité, mais personne ne voulait l'écouter. Un procès à huis clos se profilait dans quelques semaines, pas de presse, seulement le juge, l'accusation, la défense et les témoins directs. Luna n'aurait pas à témoigner, sa mère, Soldad, et moi parlerions pour elle. Au refuge, Luna dormait plus profondément, mais s'enfermait toujours dans de longs silences. Parfois, elle demandait son écharpe, d'autres fois, elle réclamait discrètement du papier et un crayon. Presque tous ses dessins représentaient de minuscules personnages et un soleil rayonnant dans un coin. Je traitais chaque croquis comme un précieux document, car il témoignait de la reconquête d'une jeune fille. Ce jeudi soir-là, le vent frappait les fenêtres de l'abri comme pour nous avertir de ce qui nous attendait. Soldad ne pouvait ni manger ni se reposer, elle était assise au bord du lit, les épaules voûtées, les doigts entrelacés, répétant les paroles qu'elle prononcerait devant le juge. Ses pensées s'écrasaient comme des vagues, incertaine de savoir si la salle d'audience serait un refuge ou une menace. Je suis arrivé en retard, une enveloppe contenant les documents de l'affaire à la main, l'air posé et humain. J'ai présenté les principaux arguments de l'accusation, ai-je dit en la rejoignant sur le lit. Elle a hoché la tête, et ensemble, nous avons étalé les rapports, les dessins, le témoignage du psychologue, les dossiers scolaires et la plainte officielle sur la petite table. Ces papiers rouvrent des blessures, lui dis-je doucement, mais cette fois, on guérira bien. Elle prit une grande inspiration. Tu n'es pas obligé de tout raconter, juste ce que tu as vécu, ce que tu as vu. Avec cette permission, Soldad retrouva sa voix. Je la regardai avec fermeté. La vérité a du poids, et tu n'es plus seul. Dans la pièce voisine, Luna se tournait et se retournait dans son berceau. Plus tôt, elle avait demandé à sa mère, « Maman, est-ce demain qu'il disparaîtra de nos vies ?» Soldad l'avait simplement serré dans ses bras, incapable de trouver les mots. Cette question résonnait maintenant dans leurs cœurs respectifs. À l'aube, une assistante sociale est arrivée pour nous accompagner au tribunal. La procureure nous attendait à l'entrée, l'air sérieux mais bienveillant. « Ne vous inquiétez pas, Luna ne témoignera pas. »« Madame Soldad, votre témoignage sera crucial, » a-t-elle dit, puis elle s'est tournée vers moi, « Professeur Matteo, le vôtre aussi. » Soldad m'a serré la main. « Merci. Si vous ne m'aviez pas écouté, je ne sais pas ce qui serait arrivé. » J'ai serré la main en retour, « Ce n'est pas moi qui l'ai sauvé, c'est vous qui avez choisi de voir. » Et voir change tout. Le palais de justice se dressait devant nous immense, froid, silencieux. Chaque pas vers ses portes semblait plus lourd que le précédent. Luna resta dans la voiture avec l'assistante sociale, traçant des motifs sur la vitre au crayon de couleur. Soldad et moi passâmes les détecteurs de métaux, signâmes le registre d'entrée et fûmes guidés dans la salle d'audience silencieuse. Lorsque la juge entra à 9 heures, tout le monde se leva. Elle ajusta ses lunettes et ouvrit le dossier estampillé numéro 32164, Ministère public contre Rogelio Ortega au chef d'accusation, maltraitance et violence psychologique sur mineurs. La procureure prit la parole la première, «
présentant calmement le dossier, mes rapports, les témoignages scolaires, les observations de l'assistante sociale, les évaluations psychologiques et, surtout, les dessins de Luna. Votre honneur, dit-elle, cette petite fille ne savait pas utiliser les mots, alors elle a utilisé le silence, les images et la peur et pourtant, notre système a failli ne pas l'entendre. Rogelio était assis derrière la table de la défense, le regard attentif mais impassible. Quand son tour arriva, il se leva et parla avec une arrogance placide, je ne l'ai jamais abordé. Luna a toujours été difficile, sa mère l'a gâtée, puis a tout abandonné. Elle a inventé ce drame pour masquer sa culpabilité. Le juge se contenta de prendre des notes. Puis j'ai été appelé à la barre. J'ai décrit 20 ans d'enseignement des crises de colère et des caprices, je savais reconnaître un drame. Mais la réaction de Luna fut tout autre, une véritable terreur. Elle portait cette écharpe comme une armure et paniquait au moindre contact. Elle ne plaisantait pas, ai-je dit. Elle implorait de l'aide de la seule façon qu'elle connaissait. Rogelio rit doucement. La procureure reprit son discours, soulignant un traumatisme lié à sa vie familiale. Nous avions des dossiers, des dessins et même des traces visibles. Aujourd'hui, déclara-t-elle, nous trouvons le courage de rompre le silence. Rogelio frappa du poing sur la table. C'est un cirque. Cette femme est ingrate, et cette fille est une menteuse. La voix du juge retentit, Monsieur Ortega, asseyez-vous maintenant, sinon vous serez renvoyé. Mais son emportement l'avait déjà démasqué. À la fin de l'audience, le juge annonça que la sentence serait prononcée dans 48 heures. En sortant de la salle d'audience, les épaules de Soldad semblaient plus légères. Pour la première fois, le poids du silence s'était déplacé, c'était maintenant au tour de Rogelio d'attendre en silence. 2 jours plus tard, le verdict tombait, coupable de maltraitance et de violence psychologique sur mineurs, 8 ans de prison ferme. Un silence s'abattit sur la salle lorsque le juge s'adressa directement à Soldad, que ce procès nous serve d'avertissement, la douleur des enfants se cache dans le silence, et il est de notre devoir de la voir, même lorsqu'elle ne demande pas à être vue. L'omission est une violence, dire la vérité peut amorcer la guérison. Soldad pleura, mais cette fois des larmes de libération. Cet après-midi-là, au refuge, Luna écoutait tranquillement les nouvelles. Puis elle leva les yeux et demanda, on rentre à la maison maintenant, répondit-elle gentiment. Il restait encore des papiers à signer et des démarches à effectuer, mais la promesse d'une nouvelle vie était claire, on va construire une nouvelle maison, mon amour. Le lendemain matin, je suis arrivé avec un petit cadeau enveloppé d'un ruban blanc. Luna était assise sur la terrasse, en train de dessiner. Je t'ai apporté quelque chose, ai-je dit. Elle l'a déballé, une écharpe fine et légère, couleur ciel clair. Elle a tracé le tissu du bout des doigts, puis a levé les yeux et m'a adressé un sourire ferme. Je n'ai plus besoin d'écharpe, professeur. Je vais bien. J'ai hoché la tête, la gorge serrée par l'émotion. Des semaines plus tard, Luna était inscrite dans une nouvelle école de quartier, nouvelle classe, nouveaux amis, un monde nouveau. Elle avait encore des moments de silence, mais c'était désormais des pauses paisibles, et non des appels à l'aide. Et Soldad, désormais aide cuisinière dans une garderie, parlait et écoutait avec calme et confiance, main dans la main avec sa fille. Chaque après-midi, avant de partir, je jetais un coup d'œil au banc vide où Luna était autrefois assise, l'écharpe enroulée autour du cou, un rappel silencieux qu'enseigner aux enfants est plus que de simples leçons, c'est une protection. Puis, un mardi ordinaire, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une enveloppe ordinaire dans mon courrier. Pas d'adresse de retour, juste une petite fleur dessinée à la main dans un coin. À l'intérieur se trouvait une simple feuille pliée en 4, ornée d'une scène colorée, 3 silhouettes se tenant la main, Luna, Soldad et moi souriant sous un soleil radieux. Dans le coin inférieur, en lettres tordues mais claires, son message, maintenant, mon cou respire, et mon cœur aussi. J'ai plié le papier avec soin, le chérissant comme un bijou. À cet instant, j'ai compris, certaines histoires ne se terminent pas par un point, mais par un nouveau dessin.